Hello les gars, je suis content de vous retrouver après cette semaine haute en émotions sur les marchés. Aujourd'hui, on va faire le point sur ASML qui n'a pas été épargné par le yo-yo. L'action est à moins 15% en year to date. Elle est descendue sous les 600 €, elle est même allée toucher les 550 €. Et ça, c'est un niveau de prix qu'on n'avait pas vu depuis 2023 au moins. Et malgré ça, personnellement, je n'ai pas été inquiété plus que ça. Déjà parce que j'ai de vraies convictions sur les fondamentaux de l'entreprise et en plus, j'ai tendance à penser qu'ASML pourrait bénéficier de la situation actuelle. Je vais vous expliquer pourquoi je pense ça dans cette vidéo et en fin de vidéo, je vais mettre à jour mon DCF et on verra à quel point l'action est sous-valorisée actuellement. Comme d'habitude, n'oubliez pas, ceci n'est pas un conseil en investissement, donc faites bien vos propres recherches. La première question qu'on peut se poser au vu de la situation actuelle, c'est est-ce que ça vient compromettre les fondamentaux de l'entreprise? La réponse est non, et même s'il y a beaucoup d'incertitudes et que tout va très vite, il n'y a pas d'élément pour l'instant qui nous permet de penser ça. Il y a toujours une demande assez folle pour les puces les plus avancées, dont les GPU de Nvidia, et Sam Altman, le CEO d'OpenAI, il continue de communiquer sur le fait que son entreprise est en manque de GPU. La technologie est absolument partout dans nos sociétés, c'est pas nouveau, mais on aurait presque tendance à l'oublier un petit peu parfois. Et pour faire fonctionner tout ça, il faut une grande quantité de semi-conducteurs. Et pour produire l'immense majorité de ces puces, il faut des machines lithographiques produites et vendues par ASML. C'est aussi simple que ça. Mais surtout, le moat d'ASML est intact. Sur le volet technologique, ils ont toujours un monopole sur les systèmes de lithographie EUV et chaque nouvelle machine permet de graver encore plus finement les galettes de silicium avec des rendements encore plus intéressants pour les fonderies. Et sur le second volet, ils ont toujours des relations aussi durables avec leurs clients et leurs fournisseurs. Ça ne change pas non plus. Si vous voulez plus de détails sur le mode d'ASML, j'ai fait une vidéo de 20 minutes sur le sujet. N'hésitez pas à aller la regarder. Ce qui m'intéresse davantage aujourd'hui, c'est de réfléchir sur les possibles conséquences pour l'industrie des semi-conducteurs et pour ASML d'une guerre commerciale en puissance entre les États-Unis et la Chine et d'une Europe en parallèle qui va essayer de faire davantage cavalier seul. Alors déjà, première chose, il y a des chances pour que les événements actuels au niveau macroéconomique ne changent pas beaucoup de choses d'un point de vue business et que les impacts soient très limités, notamment sur l'industrie des semi-conducteurs. Ça, c'est le premier scénario et pour moi, il y a une forte probabilité que rien ne change de manière significative. Mais il existe aussi un autre scénario où cette escalade, elle pourrait accélérer au moins certains phénomènes et donc avoir potentiellement des impacts sur l'industrie des semi-conducteurs et donc sur ASML. J'en ai noté au moins deux et ils vont dans le sens d'ASML. Le premier point, il ne date pas des dernières semaines, mais il pourrait sérieusement s'accélérer dans les prochains mois, voire années. C'est la forte volonté, notamment aux États-Unis et en Europe, de se réindustrialiser. Et ça notamment dans les domaines stratégiques, on l'a vu avec le secteur de la défense en Europe, mais ça concerne aussi la production de semi-conducteurs, parce qu'il faut rappeler que les puces les plus avancées aujourd'hui, elles sont fabriquées à 90% par TSMC qui est basé à Taïwan. Cette volonté de souveraineté industrielle, elle s'est traduite financièrement par, aux États-Unis, le US Chips Act et en Europe, le European Chips Act. Donc ça, c'est deux enveloppes massives qui vont notamment permettre de financer des sites de production de semi-conducteurs sur le sol américain et européen. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. Bien sûr, on n'a aucune idée actuellement d'où ça va nous mener, mais il y a des chances pour que ce qu'il se passe en ce moment, ça ait pour effet d'accentuer et d'accélérer cette tendance de souveraineté industrielle. Donc, je ne serais pas étonné si ça a pour effet direct que les projets de fonderie se multiplient en Europe et aux États-Unis. On peut déjà un peu le constater aux États-Unis, c'est ce qu'on voit sur le site de TSMC, mais ça pourrait être encore plus important et aller plus vite. Et ce phénomène, s'il s'intensifie, il va entraîner inévitablement une forte augmentation des commandes de machines EUV à ASML, donc je ne serais pas choqué de voir les revenus d'ASML passer un cap supplémentaire en termes de croissance dans les années à venir. Il y a un deuxième phénomène qui pourrait jouer un rôle positif pour ASML, je pense, c'est le fait que en période d'incertitude géopolitique, économique, etc., certaines sociétés de production de semi-conducteurs pourraient décider d'anticiper, entre guillemets, de prendre de l'avance et de commander plus de puces ou plus d'équipements de production de puces avant que de possibles événements surviennent.
C'est un peu ce qui s'est passé pour les sociétés chinoises qui ont passé beaucoup de commandes à la fois donc de GPU mais aussi de systèmes lithographiques avant que les restrictions ne tombent pour elles. Et la conséquence, c'est que ces effets d'anticipation et de surstockage, on pourrait dire, ça vient gommer un petit peu la cyclicité historique du secteur des semi-conducteurs. Donc moi j'ai tendance à le voir positivement parce que c'est de l'argent qui va être dans la poche d'ASML et pas dehors. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un effet qui est limité sur les machines de pointe vendues par ASML à cause de leur prix. Il faut avoir une certaine puissance financière pour en commander un peu plus que nécessaire, ne serait-ce que ça. Et le deuxième point, c'est que ça reste un effet à court, moyen terme et qui finit toujours par y avoir un rattrapage sur les ventes. Donc, méfiance quand même. Bon, il faut quand même nuancer un petit peu et parler d'un risque potentiel pour ASML et pour toute l'industrie des semi-conducteurs avec la situation actuelle, c'est le fait que la guerre commerciale, elle pourrait nuire, voire faire carrément exploser dans le pire des cas, l'écosystème relativement complexe et bien huilé des semi-conducteurs. Je l'avais déjà dit, mais ASML, ils designent et ils assemblent seulement, entre guillemets, leurs machines, et ces machines, elles sont d'une complexité extrême. Par exemple, leurs systèmes de lithographie EUV, ils sont composés de plus de 100 000 composants différents. Et dans ces 100 000, il y en a seulement une petite partie qui est produite par ASML. L'immense majorité, elle est fournie par des centaines de fournisseurs basés essentiellement en Europe, c'est vrai, mais pas que. Il y en a aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Et ce que répète le CEO d'ASML et qui est relayé dans cet article, c'est que en fait, c'est un effort collectif qui a permis de réaliser des prouesses pour graver des semi-conducteurs de manière toujours plus fine année après année. Et le système EUV, il est né de nombreuses années d'efforts, de milliards d'euros de R&D dépensés pendant plus de 15 ans par ASML, bien entendu, qui a mené vraiment le projet de bout en bout, mais c'est un effort qui a également été partagé par tous les fournisseurs de composants stratégiques. Et c'est ce qui fait la force d'une industrie comme celle des semi-conducteurs, c'est que c'est un écosystème très peu intégré verticalement. Ce qui fait que ça le rend flexible et robuste dans un monde de libre-échange, mais à l'inverse, j'ai l'impression que ça le rendrait fragile dans un monde avec plein de barrières économiques entre les pays, comme par exemple des droits de douane. Et c'est un peu l'alerte que lance le CEO d'ASML pour dire essayons de protéger cet écosystème, c'est mieux pour tout le monde parce que la situation qui se profile, ça pourrait le mettre en péril ou du moins rendre les opérations plus compliquées. Ça va générer plus de coûts, des pénuries de composants, pourquoi pas, et des retards dans la production potentiellement. Juste avant de jeter un coup d'œil à la valorisation, j'aimerais insister sur un dernier point. J'aimerais simplement rappeler qu'il y a un monde d'écart entre ASML et les autres sociétés de l'industrie en ce qui concerne la résilience. Et c'est ce qui fait en partie que, personnellement, je continue à dormir sur mes deux oreilles en tant qu'actionnaire, même si ça secoue pas mal sur les marchés. Sur cette slide, je vous ai remis la cartographie de l'écosystème des semi-conducteurs avec les principales entreprises qui le composent. Ces entreprises, elles ont un rôle différent au sein de l'industrie et parmi les principales catégories d'acteurs, il y a donc les fabless designers comme Nvidia ou AMD, et les fonderies comme TSMC ou Intel, les IDA, donc ça ce sont les sociétés qui développent les logiciels qui servent à designer et à produire les puces, donc par exemple Cadence et Synopsys, et les équipementiers qui nous intéressent, comme ASML qui fabrique les systèmes de lithographie, mais aussi Applied Materials et Lam Research qui réalisent des étapes dans la fabrication des puces, et KLA qui est davantage sur la partie inspection et métrologie. Mon point, c'est de dire que ASML, c'est le seul maillon vraiment indispensable de toute la chaîne. C'est carrément le goulet d'étranglement de tout le process parce que pas de production sans machine, et surtout ils sont les seuls à savoir fabriquer ces machines, en tout cas celles qui permettent la production à grande échelle des puces les plus avancées. Alors ça ne veut pas dire que les autres étapes du processus sont facultatives, mais à minima, elles sont exposées à une concurrence importante. C'est assez frappant chez les designers par exemple. Certes, Nvidia, ils ont pris un gros lead du marché, mais il y a des gros poissons derrière comme AMD, Qualcomm, Broadcom qui participent à cette grande course. Beaucoup de concurrence du côté des fonderies aussi, avec les acteurs asiatiques d'un côté et américains de l'autre. Là aussi, TSMC est bien au-dessus du lot. Ils arrivent à capturer les plus gros contrats et donc le plus de valeur. Et d'ailleurs, je pense que le mot de TSMC, ça fait partie des plus sous-estimés sur le marché aujourd'hui parce que leur boulot, il est vraiment très très compliqué.
Et la seule chose qui leur est reprochée, comme d'habitude, c'est d'être basé à Taïwan, malheureusement. Mais parce que le simple risque d'une invasion chinoise de Taïwan, ça pourrait rebattre absolument toutes les cartes du côté des fonderies. Comme promis, on va finir sur la valorisation. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, le prix de l'action est de 578 €. Mais comme tout va très vite en ce moment, le prix aura sûrement bougé au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, gardez bien en tête que les conclusions que je vais tirer de la valorisation, elles sont valables au moment où je tourne cette vidéo et elles n'engagent que moi. Comme d'habitude, je commence par un reverse DCF, ce qui me permet de voir quel est le taux de croissance des free cash flow à 10 ans qui justifie le prix actuel. Et donc, en faisant cet exercice, on obtient un taux de croissance des free cash flow de 6% dans les 10 prochaines années pour justifier les 578 €. Ce qui est bien plus bas que le taux de croissance projeté de toute l'industrie des semi-conducteurs et ce que le management a prévu, c'est-à-dire environ 9%. Pour mon DCF classique, je suis reparti sur les hypothèses qui avaient été partagées par le management pendant la journée investisseur en novembre 2024. Donc ça comprend notamment un revenu entre 44 et 60 milliards d'euros en 2030, donc entre 8 et 14% de croissance par an, une marge brute entre 56 et 60% en 2030, soit entre 6 et 10 points d'amélioration par rapport à la marge brute actuelle, et pareil des targets en termes de CAPEX et de R&D qui vont permettre d'atteindre ces objectifs de croissance et de profitabilité. Du coup, j'avais mis tout ça en musique avec l'idée à chaque fois d'atteindre la target, on va dire moyenne basse en 2030. Parce que le but, c'est d'être à l'aise avec les chiffres, voire de rester un poil conservateur. Et donc, avec ces inputs et un taux d'actualisation de 10% et un multiple de sortie à 10 ans de 25 fois les free cash flow, ça nous donne une valeur intrinsèque de l'action à 727 €. Ça signifie qu'au prix actuel, l'action serait sous-valorisée de 20% environ, ce qui en fait un point d'entrée extrêmement intéressant. On entend parfois que pour les actions de qualité, la marge de sécurité à l'achat, elle se trouve justement dans la qualité des fondamentaux. Je pense que c'est le cas pour ASML, mais à ce prix-là, on a en plus le luxe de se payer une vraie marge de sécurité au sens de Benjamin Graham de 20%. Donc là, on est vraiment béton pour moi. La dernière chose à dire, c'est que ce DCF, bien sûr, il n'est pas figé. Il faut le nourrir, l'adapter à chaque fois qu'on a de nouvelles informations. Par exemple, le 16 avril prochain, il y a la publication des résultats de Q1 2025 et il faudra notamment être attentif à l'évolution des commandes, c'est un premier point, l'update de la guidance 2025 et surtout la vision du management sur l'année à venir et les perspectives. Et on verra s'ils vont s'exprimer ou non sur la situation actuelle et comment ils ressentent tout ça. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez profité de la baisse pour acheter l'action ou si vous comptez le faire. Vous pouvez aussi mettre un like et vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur ASML. Merci d'être resté jusqu'à la fin, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!